Bonjour à tous, oui, donc c'est moi qui anime cette webconférence aujourd'hui. Le professeur Somme n'est pas disponible. Nous avons avec nous Gaël Durel et puis Jean-Marc Chaplin, qui est infectiologue, nous rejoindra vers 13 heures. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques ressources qui sont disponibles sur le plan de la réflexion éthique qui peuvent vous intéresser. Gaël Durel va vous faire un petit point de l'actualité juridique, surtout à venir, mais de façon un petit peu imminente. Et avec Jean-Marc Chaplin, vous avez envoyé un questionnaire, donc on fera un premier point sur ces questionnaires sur l'épidémie de grippe. Euh, voilà. Et puis moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on fasse un tour de table pour une fois, parce qu'on ne fait jamais. Alors, quand on était 100, c'était un peu compliqué de faire un tour de table. Là, on est 21, je crois. Donc, on va peut-être réussir à faire un petit tour de table. Et puis, ce serait intéressant qu'on prenne un petit peu de temps de voir qui participe à ces webconférences. Euh, j'ai l'impression que c'est surtout des directeurs et des médecins coordonnateurs. Moi, je me posais la question de la participation des infirmiers coordonnateurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Et puis voir un petit peu aussi pour la suite, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez traiter? On a déjà quelques idées sur les sujets à venir. Mais voilà, peut-être que vous aussi, vous avez des idées, des demandes. Donc, on voudra un petit peu vous entendre là-dessus. Je propose un premier tour de table où chacun se présente. Alors, je vais peut-être passer la parole parce que comme la table n'est pas très ronde pour savoir qui parle quand, je vais peut-être passer la parole et que chacun se présente et puis dise éventuellement s'il a, lui, sinon ça pourra venir après, hein, mais s'il y a déjà des idées, des thèmes qu'il aimerait aborder sur ces webconf dans l'avenir. Alors, je passe la parole à Madame Dargier. Donc, je suis directrice à l'EHPAD Les Jardins de l'Immaculée à Saint-Main-le-Grand. Voilà. Je n'ai pas spécialement de sujet, d'autant plus que en fait, je vais prendre ma retraite dans 2 mois. D'accord, vous passerez bien les coordonnées à la Oui, personne qui oui. vous, qui vous remplacera. Et vous êtes enfin, je ne sais pas si vous avez un médecin coordonnateur ou un infirmier On n'a pas de médecin coordonnateur. coordonnateur, non. D'accord. Et l'infirmier coordonnateur, est-ce qu'il a déjà participé à ces webconférences? Est-ce que ça vous semblerait adapté, pas adapté? Bah, ça dépend des sujets. En tout cas, moi, je fais toujours un compte rendu, donc je lui passe ces informations. D'accord. Donc, en fonction de l'ordre du jour, quoi. C'est ça. D'accord. C'est bien qu'on ait Merci. l'ordre du jour avant, mais en général, on l'a. Oui. Voilà, là, ça a été moyen aujourd'hui. C'est parce que c'est moi qui ai animé, du coup, ça a été un peu moins anticipé. Voilà. Madame Mazereau. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'avais invité mon médecin coordonnateur et puis mon infirmière coordinatrice à participer, mais malheureusement, il y a eu des impératifs qui ont fait qu'ils n'ont pas pu venir. Ce que je recherche, c'est plus avoir un petit peu des informations sur le territoire de santé, ce qui se travaille, si effectivement il faut qu'on soit vigilant, notamment en période d'épidémie, rappel un petit peu des mesures. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de chercher. Là, vous parliez en introduction de la grippe. Nous, là, on va lancer une campagne auprès des familles et des résidents pour lancer la campagne de vaccination Covid là, sur la fin du mois de mai. Donc, ça permet d'avoir un petit rappel, des petites vigilances partagées sur le territoire. Et voilà. Voilà D'accord. Donc, les principalement. informations locales, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Monsieur ou Madame Bonnet. Non, pas de monsieur ou Madame Bonnet. Vous pourrez prendre la parole après. Annick Bohan. Madame Beau. Ah oui, je crois qu'il y avait personne. Ah, j'essaie d'avoir le son. Du son, d'accord. Très bien pour Madame Bonnet. Madame Bohan, est-ce que vous arrivez à avoir du son? Je crois que tout à l'heure, il y avait personne. Il y avait une chaise vide. Alors, Monsieur Chevalier.
Oui, bonjour à tous, Arnaud Chevalier, je suis le nouveau directeur des ressources opérationnelles du centre hospitalier Redon-Carentoire et je suis D'accord. aussi référent de la filière gériatrique, avec notamment deux EHPAD sur deux territoires différents. Et voilà, moi je suis intéressé, comme Madame Mazereau, pour avoir des informations sur le territoire de santé. J'ai pas de problématique à date puisque je découvre aussi les structures et ce sur quoi nous allons avoir à travailler. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas spécifiquement de retour à faire sur cette session. Très bien. Alors, Madame Bonnet, on vous voit. Est-ce que vous avez du son? Ça y est, j'ai du son, c'est Ah, bon. formidable. Je vais vous J'ai dû présenter. changer l'outil par rapport au son. Bah, pareil comme mes collègues, venir un peu voir les vigilances qu'il peut y avoir sur le territoire. Idem, là, on est en train de démarrer la campagne Covid, vaccination Covid. Mm. Nous, on se D'accord. prépare aux évaluations, hein. On a médico-social, on a 4 gros EHPAD et un foyer de vie, donc évaluation au mois d'octobre avec coup de pathos tout de suite derrière au mois de novembre. Donc, c'est vrai qu'on a des gros sujets importants en termes d'accompagnement terrain. Mm. D'accord. Alors, Madame Serran. Oui, bonjour. Je suis désolée, je ne peux pas mettre la vidéo parce que j'ai pas une très bonne connexion. Voilà. Moi, je suis cadre de santé à l'EHPAD d'Argentré du Plessis. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, d'accord. Je suis cadre de santé du coup à l'EHPAD d'Argentré du Plessis. Ce que je recherche, c'est vraiment de l'information pareille, hein, sur le territoire et la vigilance aussi lors des différentes épidémies en fait qu'il y a sur le territoire. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Merci. Madame Chamallow. Oui, bonjour. Donc, je suis la nouvelle directrice de l'EHPAD de Guy-Primessac. Donc, moi, c'est ma deuxième participation. Donc, pour l'instant, je découvre. Après, voilà, c'est toujours intéressant pour de l'information, en effet, sur le territoire de santé. Et concernant l'IDEC, elle n'a jamais participé jusqu'ici, mais pourquoi pas selon les sujets. Merci. Monsieur Prieur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Donc David Prieur, le directeur des pâtes de Gauvin. Alors nous, on suit les webconférences depuis un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps, depuis que ça avait bien commencé avec le Covid. Donc très très importante pour nous. Alors habituellement, on est deux, hein. Il y a mon IDEC et moi-même sur ces webconférences. Donc voilà, comme les collègues aussi, on attend toujours des nouveautés sur le secteur. Point épidémique aussi sur l'ensemble du territoire. Et alors nous, on aura plus des besoins aussi en termes de partenariat, c'est-à-dire ce qui existe aussi. Comme à un moment, il y avait une présentation de dispositifs nuages, on n'était pas forcément très au clair là-dessus et que maintenant on utilise. Mais voilà, tout ce qui peut être lié au parcours de santé du résident, je vois tout ce qui est aspect dentaire, nous, c'est un point qu'on a beaucoup de mal à mettre en place. On a des D'accord. références sur la structure, mais voilà, je sais qu'il y a l'hôpital de Janzé, si je me trompe pas, qui fait euh, des, des parcours avec les résidents sur certains Mhm. EHPAD. Donc voilà, est-ce qu'il existe d'autres solutions? C'est vraiment des thématiques pour nous qui sont assez intéressantes et qu'on aimerait développer. Et pour l'instant, on n'a pas encore assez d'infos. Donc voilà, et D'accord. sinon sur tous les sujets d'actualité hein, qui peuvent avoir lieu et que nous, on est assez intéressés de suivre. Voilà. Ok. D'accord. Donc, la question des dents. La Ou question des d'autres dents, partenariats. voilà, Ou ou d'autres la question des dents. partenariats. Et du psy aussi, des fois c'est intéressant aussi. D'accord. Les parcours de santé. Ouais, la difficulté aussi, c'est que c'est pas les mêmes secteurs que. Non, 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 C'est pas par territoire, quoi. C'est un peu voilà. plus subtil comme organisation. Ouais, mais voilà. Euh, Très bien. Merci. Direction Sainte-Marie. Oui, bonjour, excusez-moi, j'arrivais pas à débloquer le son. Je vais pas redire mieux que David Prieur. Effectivement, on suit les webconférences avec l'adjointe de direction et l'infirmière coordinatrice pour avoir des informations sur le territoire, sur le parcours de santé, parce que nous aussi, on est en difficulté sur les thématiques qui ont été évoquées. Le psy, dents, voilà, aussi tout ce qui concerne les visios, enfin la téléconsultation. Voilà. Donc on est preneur de tout ce qui peut se mettre en place, de toutes les informations que vous pourrez nous donner sur ces sujets-là.
D'accord. Téléconsultation, vous participez? Enfin, vous en faites déjà? On en fait, oui, 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 mais on a Mhm. du mal sur le territoire de Vitré. On nous avait donné des contacts et puis il n'y avait plus de personnes. Les médecins qui assuraient les visios avaient quitté leur poste, donc ça s'est un peu arrêté. D'accord. Alors pour moi, ça va mieux à Vitré. Je ne sais pas si vous avez réessayé récemment. Dernièrement, ah ben, vous voyez, on n'a pas réessayé, du coup, ça a un peu mis à Vous mal. pouvez réessayer. Et Ok. c'était sur quel? Il y avait des spécialités en particulier qui vous... Je vous le dirai pas comme ça, je me souviens Ouais, plus. d'accord. Je Ok, sais que les d'accord. tentatives qui avaient été faites avaient échoué. D'accord. Bon, bah, n'hésitez pas à réessayer parce Eh ben, on va ça réessayer. peut, Alors, je vais passer changer. l'information. Et puis pour le coup, sur les visios, il y a des choses qui peuvent être faites sur le CHU, quoi. Autant, enfin, Oui, en visio, c'est pas vraiment un. Donc, s'il n'y a pas à Vitré, bah, faut demander au CHU, oui, quoi. ok. Madame Crolla. Ah, vous nous avez pas dit votre nom parce que du coup, je continue à vous appeler Direction Sainte-Marie. Oui, excusez-moi. Anne-Claire Moquillon et je suis avec Emmanuel Abalia. Bonjour. Merci. Madame Crolla. Oui, bonjour, je suis Dorothée Crolas, donc l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD Le Clos Saint-Martin à Rennes. Je suis les webconférences depuis plusieurs années maintenant, quand ça a démarré lors de la période Covid. On fait en sorte qu'il y ait toujours au moins un des membres de la direction de l'établissement qui assiste, hein. La plupart du temps, on y arrive. Et la plupart du temps, c'est effectivement moi qui les suis. Je trouve vraiment intéressant d'avoir l'ouverture sur le territoire, ce qui se passe, l'actualité. Tous les points épidémiques, évidemment, aussi, histoire d'être toujours bien sensibilisé à l'actualité sanitaire et puis à ce qui se fait dans d'autres établissements, histoire de pouvoir parfois récupérer des petites idées. Et puis, ben, effectivement, dans le sens des interventions précédentes, tous les partenariats qui sont présentés, les choses qui existent, parfois, il y a des infos qui nous arrivent pas tout de suite, ou voilà, en tout cas, ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se fait, quoi. D'accord, très bien, merci. Alors, il y a Madame Goron aussi. Oui, bonjour, je suis Gaëlle Goron, cadre de santé à la résidence Les Menhirs à Médréac. Et ma collègue est absente, je crois, elle est sur l'établissement Motoborne Bretagne. En général, on suit depuis le début aussi les webconf du territoire 5 depuis le Covid. Là, alors souvent, c'est que nous, les cadres, et puis on retransmet les informations à l'équipe infirmière. En termes d'attente, ben voilà, beaucoup de choses ont été déjà dites, mais on est sur les infos locales, épidémiaux, tout ça, les conseils, les, euh, les périodes de vaccination, comment faire et tout, et on suit beaucoup les préconisations de Monsieur Durel. Et puis les attentes, ce serait sur du partage d'expérience. Alors nous, on gère un UHR à Médréac, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir, on n'est pas si nombreux que ça sur la région. Du coup, d'avoir des partages d'expériences sur la gestion de ce genre d'unité. Et puis, pareil, sur les partenariats alors, en psychiatrie. Et moi, je développe beaucoup le partenariat à domicile. Donc voilà, du partage d'expériences. D'accord. On risque de vous demander de partager votre expérience avec ça. À voir. Monsieur ou Madame Rouanet? Et sinon, j'ai... Oui, Ah, oui. pardon. Oui, Sandrine Rouanet, moi je suis infirmière hygiéniste au Centre hospitalier des Marches de Bretagne. J'ai été conviée à la réunion par la directrice qualité par rapport au sujet sur la vaccination. Voilà. d'accord. Très bien, merci. Je vois aussi l'IDEC de Guy Pell. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Pardon. Oui, bah nous, à Guipel, on suit les webconf aussi depuis leur création, en période Covid. Ce qui nous intéresse bien aussi, bah, c'est d'avoir les informations sur le territoire, connaître les différents parcours résidents qui existent, puisqu'on n'a pas toujours non plus les informations. Et puis, développer éventuellement des partenariats. Très bien, merci. Alors, il y a monsieur ou madame Eudeline qui nous a répondu dans le chat
qu'il avait ni micro ni caméra, mais qu'il était chargé. Non, pardon, Excusez-moi. chargé et ah bah voilà, vous êtes là et puis en plus je vois Vo- chargé et donc c'est madame Ouais, du coup. c'est ça, c'est madame. Et en fait, j'ai réussi à au moins mettre le son. Alors très Oui, bien, vous voilà. Donc, écoutez. c'est ça. Donc, je suis chargée de mission au CCAS de la ville de Rennes au niveau de la direction personnes âgées. Donc, des missions transversales hein, pour 6 EHPAD, une résidence autonomie et un gros service à domicile. Et donc, on suit hein, les webinaires T5 depuis de nombreuses années parce que on est toujours preneur des informations, de l'expertise des personnes qui interviennent et qui nous guident après dans ce qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Et pour rebondir sur ce qui a été dit avant, on est aussi très preneur de partage d'expérience, parce qu'en fait, c'est par ce biais-là que nous, on rebondit derrière pour donner de nouvelles orientations ou créer de nouvelles pratiques ou asseoir des pratiques. Donc ça, c'est d'une richesse inestimable. Voilà, merci. Merci, bah, je retiens l'idée de partage d'expérience. Alors, j'ai une question, c'est peut-être une question bête, mais vous vous connaissez entre vous ou un peu, beaucoup, pas du tout? Je sais pas qui va oser répondre du coup. Un peu. Un peu. D'accord. Les autres, tout le monde partage cette idée que vous connaissez un peu, mais pas forcément au quotidien, quoi. D'accord. Non, non, bah, je retiens, je pense que l'idée de partage d'expérience, effectivement, c'est important qu'on puisse. Alors, du coup, donc, j'ai retenu comme idée les UHR. Euh, est-ce qu'il y a d'autres. Ah, pardon, Madame Guénouel, excusez-moi. Je vous passe la parole. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui ne se sont pas présentés. Madame Guénouel. Alors, on ne vous entend pas. Ah si, on vous voit, ça y est. Ah, par contre, je ne vous entends pas. Et il y a Madame ou Monsieur Lemignan aussi, si vous voulez prendre la parole. Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est mieux. D'accord. Donc, Soazic Genoël, excusez-moi. Donc, directrice de l'EHPAD Notre-Dame de Lourdes à Domalin. Donc, entre Vitré et la Guerche, pour ceux qui ne situent pas trop. Donc, nous, on suit les conférences depuis le Covid. Évidemment, donc ça a été un support, je dirais, indispensable pendant toute cette période et c'est avec plaisir que j'assiste avec ou sans Zidek ou coordinatrice de soins pour le coup à chaque fois. Donc nous, on n'a pas de médecin co, mais j'ai une coordinatrice des soins qui n'est pas infirmière non plus, puisqu'on a eu deux infirmières enfin pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, j'ai une coordinatrice de soins qui est de métier ergo. Et on a des infirmières qui sont référentes sur plusieurs dossiers métiers. Voilà, moi ce que j'attends de ces conférences ou ce qui m'apporte beaucoup, donc en effet c'est tout ce qui est les actualités, c'est indispensable. Ça nous permet aussi de nous recentrer un petit peu sur ce cœur de métier-là. Moi j'aurais une question quant à la vaccination du Covid, là. Enfin la prochaine vaccination, parce que c'est vrai qu'on va... Alors, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, je me dis que ça doit bientôt arriver. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? Nos attentes un peu, c'est la santé bucco-dentaire, nous c'est compliqué, alors même si on a mis pas mal de choses en place en intra. Sur la nutrition des nutritions, on a mis aussi pas mal de choses en place. Et on est aussi en attente, nous on est beaucoup sur le préventif et la prévention. Et j'aurais voulu savoir enfin, on voudrait aller éventuellement sur la prévention aussi, sur la dénutrition avec les apports en protéiniques différents. Également pour ceux qui ne sont pas dénutris. Donc voir ce que vous en pensez, quelle est un peu la conduite à tenir ou la doctrine, si je peux m'exprimer ainsi par rapport à ça. Les téléconsultations, si on pouvait faire en sorte que ce soit un peu plus développé aussi. C'est vrai que c'est pas. Alors on a ce qu'il faut pour le faire, mais je trouve que c'est pas suffisamment développé. On est sur un secteur qui est un peu plus, c'est un peu plus compliqué pour ça. Et sur certaines spécialités en particulier ou en général? Alors on en fait, mais pour moi pas suffisamment. D'accord. Voilà. Donc voilà. Après, je pense que ça vient aussi de nous, hein, mais voilà, c'est aussi une culture qu'il faut prendre. Mais on essaye, mais je trouve que ça démarre pas super. Enfin, D'accord, donc je retiens la question de la nutrition. Alors, parce on peut vous parler de la doctrine, mais je pense qu'il faut aussi faire enfin, c'est quand même un sujet de partage d'expérience, parce que la théorie, c'est
c'est facile, mais la pratique, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que ça peut être aussi un sujet qu'on pourrait traiter sous forme de partage d'expérience. Docteur Lemignon, vous êtes là, je ne sais pas si vous pouvez parler. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Malheureusement, pas de visio. Bon, bah, écoutez, moi, alors, en tant que référente du pôle de gérontologie de Vitré, donc je suis présente aujourd'hui. On essaie généralement aussi d'être toujours à l'écoute des webconf depuis le début. Donc, c'est moi aujourd'hui, mais parfois c'est, et peut-être qu'elle est là aussi, notre collègue infirmière en pratique avancée ou d'autres, voilà, cadres ou médecins du pôle. Donc, bah, l'idée, et vous voyez, c'est très intéressant parce que là, je repère déjà à nouveau des besoins, mais on les connaît sur la téléconsultation, puisqu'on parlait donc de Châteaubourg comme l'EHPAD de Domalin. Donc, l'idée, en effet, c'est que au moment de la Covid, je sais que ma collègue gastro-entérologue développait pas mal de consultations. Peut-être là, c'est en effet terminé. Pour ma part, pour notre part, en ce qui concerne la gériatrie, on lance là actuellement un projet, je profite pour en parler, d'équipe mobile territoriale à destination des EHPAD sur le contexte des troubles comportementaux, puisque voilà, on a pu créer une équipe pluridisciplinaire autour de ce sujet. Donc, ça me permet de lancer cette information pour les personnes qui ne sont pas encore au courant sur le territoire. Et donc, je pense aussi là pouvoir avoir un temps, parce que c'est toujours ça le sujet, pour pouvoir faire de la téléconsultation et plutôt de réévaluation éventuellement thérapeutique une fois que le MG se sera déplacé. Voilà, faire du lien et enfin pouvoir un peu plus déployer la téléconsultation qui, pour l'instant, en effet, à Vitré, était assez restreinte. Mais des projets qui vont nous permettre de faire du lien avec la filière de territoire. Puis autrement, bah, moi, c'est l'intérêt sur la veille juridique, la veille épidémique, l'interconnaissance, on en a parlé. Et pareil, sur l'UHR, on avait déjà fait un point il y a 18 mois, un an peut-être, avec les collègues de Médréac, je crois, voilà, participante aussi pour faire part de l'expérience et voilà, du fonctionnement, par exemple, d'une UHR. Voilà, c'est l'idée d'être en réseau. Merci. Ok, et donc le territoire de cette équipe mobile, donc trouble du comportement, tu peux nous le préciser? Alors, en gros, il va y avoir évidemment de la communication officielle. On a commencé à rencontrer les directeurs du territoire. C'est autour de Vitré, sur un périmètre à peu près de 20 à 25 kilomètres, les EHPAD du territoire. Il doit y en avoir une quinzaine de mémoire, où on se déploie. Alors, c'est vraiment en cours de lancement, puisqu'on a fait la première réunion en mars sur une équipe constituée d'une infirmière en pratique avancée et d'une psychologue avec une très grosse formation, puisqu'elle est référente de l'UHR depuis sa création, labellisation, il y a 10 ans. Donc, voilà, une sollicitation par l'infirmière parcours. Donc, c'est un peu notre numéro nuage à nous. Problématiques, troubles comportementaux, personnes résidant en EHPAD. Donc, c'est un des maillons possibles pour pouvoir répondre aux besoins avec une équipe qui se déplace à la demande en lien avec les EHPAD du territoire. Donc, sur une vingtaine de kilomètres autour de Vitré. Et l'équipe, du coup, c'est qui? L'infirmière en pratique avancée, l'IPA, oui, la psychologue et moi-même. Ça, c'est sur la thématique psychocomportementale. Et autrement, on va après, dans un deuxième maillon, partir sur plutôt la sarcopénie, mais ça, ce sera à partir de septembre et plutôt vers la ville et prévention du bien vieillir. Voilà les deux axes. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup à tous. Bon, ça fait le tour de table prend une demi-heure, donc on le refera pas à chaque fois, hein. Mais j'avoue que pour moi, c'était important, enfin, depuis le temps qu'on faisait ces webconf, de savoir à qui on parlait. Et je pense que ça peut être important. Gaëlle, Gaëlle, je te passe la parole sur la veille juridique, du coup. Bien, oui, c'est toujours important de pouvoir vous rencontrer. Trois éléments que je voulais signaler. Donc, c'est un décret qui devrait paraître dans les jours qui viennent concernant les IDEC et les médecins coordinateurs. Donc, reprenant à la fois la formation du médecin coordinateur en intégrant le DU de médecine personne âgée et médecine de coordination dans le cadre du légal de la formation du médecin coordinateur
Et puis donc vous verrez certains éléments concernant les IDEC qui sont un peu déçus au niveau national parce qu'elles n'ont pas, on n'a pas une reconnaissance totale du métier. Le décret est en cours de parution. On a donné quelques éléments complémentaires au niveau de l'Association nationale et la Fédération des infirmières IDEC. On attend également cet après-midi une réunion avec le Conseil national de l'ordre des médecins pour avoir un ajustement. Mais ce sera important que vous puissiez voir ce que le décret prévoit comme nouvelle mission pour les IDEC et puis réévaluant les missions des médecins coordinateurs. Dans ce cadre-là, le nouveau décret prévoit un RAMA donc national, rapport annuel médical d'activité, et donc qui aujourd'hui était demandé de manière optionnelle par les ARS et les conseils départementaux et qui sera intégré à tous les logiciels que vous et sur titre également. Il devra être obligatoire pour l'ensemble des logiciels d'ici la fin de l'année et son déploiement devrait commencer à partir de septembre prochain, de telle manière à ce que l'ensemble des établissements puissent renvoyer en 2026 un RAMA unifié au niveau national. Donc, ce qui me semble important, c'est de commencer déjà à bien remplir les indicateurs qui vont être notés dans ce RAMA pour pas se retrouver au mois de février-mars 2026 à aller rechercher des indicateurs 6 mois, 9 mois avant. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à regarder ce qu'on va vous demander. La plupart des éléments, lorsque vous avez le Titan ou NetSoin, seront repris directement depuis le logiciel. Pour les autres, ça sera un peu plus compliqué. Donc anticiper avant l'été, dès que le décret va paraître, pour voir ce qu'il y aura dedans. Puis je peux vous donner des informations en individuel. Et puis le troisième élément, ben, c'est la loi sur la fin de vie et soins palliatifs, dont la discussion commence donc à l'Assemblée le 5 mai et pour lesquels donc on est toujours vigilant. Donc à la fois du côté positif, c'est de pouvoir développer les soins palliatifs, même si dans le projet qui reprend exactement la loi antérieure, les EHPAD sont très peu concernés. Les seuls éléments sur lesquels on a vraiment un développement à faire, c'est le partenariat avec les HAD. Et je vous incite vraiment à demander systématiquement l'ouverture de dossiers anticipés, de réévaluer avec les équipes mobiles de soins palliatifs ces dossiers-là et de travailler avec les familles, l'ensemble de l'équipe soignante, les médecins traitants sur ces discussions préalables éthiques de décision, donc limitation de soins et donc de préparer famille, équipe et médecins avec du matériel, des ordonnances anticipées et de travailler vraiment en amont avec l'HAD. Moi qui travaille dans tous les EHPAD du Grand Ouest, je vois que c'est des pratiques tellement différentes d'un endroit à l'autre et se retrouver un vendredi soir avec un résident douloureux qui ne peut plus avaler et pour lesquels donc on va mettre simplement un patch de fentanyl, donc ça n'apporte pas vraiment un confort suffisant pour le week-end, donc anticiper par rapport à ça. Et puis le deuxième élément, ben, c'est sur le fin de vie et l'euthanasie, où là donc les rapports qui viennent de tous les pays qui ont légiféré depuis 10 ans sur l'euthanasie sont parus là depuis quelques semaines et montrent que à partir du moment où vous mettez le doigt dans l'engrenage, c'est fini, tous les tabous tombent derrière. Et pour l'instant, au niveau des EHPAD, on nous conforte en disant, mais rassurez-vous, ça ne concerne pas les personnes démentes, puisqu'il faut qu'elles aient la pleine conscience pour pouvoir demander l'acte. On voit que tous les autres pays sont en train de demander à ce que l'euthanasie puisse être active, donc directement pour des personnes n'ayant plus leur consentement et qui auraient, dans des directives anticipées, émis le souhait d'être euthanasiées. Et quand on regarde un dernier article qui est paru la semaine dernière au Québec et Canada, donc on voit que c'est la deuxième cause de mortalité au Québec, donc l'euthanasie. C'est quand même assez impressionnant et qu'aujourd'hui on parle vraiment ouvertement de raisons économiques de pouvoir proposer l'euthanasie donc pour des personnes dépendantes, fortement dépendantes, qui coûtent cher à la société. Donc je pense que c'est de notre qualité de montrer la réalité de l'accompagnement de qualité que vous faites tous dans vos établissements, de valoriser le travail des soignants, donc de telle manière à ce que les familles puissent aussi intervenir dans le débat auprès des députés, auprès des sénateurs, pour faire valoir le droit des personnes vulnérables qui, elles, sont les oubliées, les sans-voix de notre société. Voilà les trois éléments que je souhaitais signaler. Et puis le reste paraîtra au journal officiel, même si c'est pas forcément votre lecture de table sur votre table de chevet. Mais donc on vous tiendra informé.
Merci Gaëlle. Alors juste pour moi, la formation des médecins coordonnateurs, il y a quelque chose de particulier par rapport au DU de coordination? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été acté? Jusqu'à présent, donc le DU n'apparaissait pas donc dans le schéma. On avait simplement la capacité, mais comme elle n'existe plus, donc on a de moins en moins de médecins qui pouvaient donc s'en faire valoir lorsqu'ils devenaient de nouveaux médecins coordonnateurs. On avait donc le DES qui avait été introduit et donc on a demandé est-ce que forcément les deux diplômes, donc MPA, médecine personne âgée et médecine de coordination, apparaissent dans le décret. Donc ça, on l'a obtenu et de supprimer la formation continue, parce qu'on savait bien que donc d'un territoire à un autre, selon les organismes de formation, si je prends celui de l'organisme le plus connu, mettait la maladie d'Alzheimer comme optionnel pour la formation des médecins coordinateurs. Ce que je trouvais quand même que l'option sur l'Alzheimer était quand même, tu vois, tu souris, mais c'est sourire jaune parce que c'était quand même particulier de se dire qu'un médecin coordinateur pouvait estimer exercer en EHPAD sans avoir eu aucune formation complémentaire sur les démences. Donc là, normalement, donc, on a obtenu que ce soit supprimé, cette mention-là, et donc on n'est plus que le DES, la capacité pour ceux qui l'ont, ou la diplôme de médecine de coordination. Et donc, puisque je suis également au CNP de gériatrie et donc à la Commission nationale de qualification, donc on fera en sorte que des formations spécifiques concernant les médecins de coordinateurs puissent apparaître, donc selon qu'ils soient encore inscrits en tant que médecin généraliste ou selon qu'ils soient inscrits en tant que gériatre au niveau du CNP. Donc là, je parle à mes collègues et confrères. Si vous êtes toujours généraliste, ben donc votre formation donc, doit être continue dans le cadre de la certification, doit être effectuée auprès des généralistes. Si vous êtes gériatre, ce sera au niveau du CNP de gériatrie que les programmes apparaîtront dans les semaines à venir. D'accord, merci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc le DU médecine de la personne âgée, c'est une formation en un an, pas à temps complet, hein, c'est une journée par mois, quelque chose comme ça. Et après ce DU médecine de la personne âgée, on peut faire une deuxième année qui est centrée sur la coordination, qui s'adresse à la fois aux médecins d'EHPAD et à des médecins de ville qui seraient dans des postes de coordination d'HLD, par exemple, euh, ou autre. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Durel? Vous pouvez les poser directement. Moi, j'en aurais éventuellement une, Soisic Jonoël. Quand vous parlez de la fin de vie de l'euthanasie des personnes qui n'ont plus leur capacité cognitive ou qui sont démentes et qui auraient, dans leur directive anticipée par le passé, demandé l'euthanasie et que là, elles sont plus en capacité pour le coup de décider. Euh, je pense qu'en effet, ce sont des vrais sujets que nous aurons, si ça va dans ce sens-là, que nous pourrons avoir. Enfin, moi, la première, je sais que à titre personnel, voilà, j'ai un avis bien personnel là-dessus, mais je pense que c'est vraiment des sujets qui viendront forcément, euh, auxquels on sera confronté, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on sache comment on peut accompagner ça, quoi. Enfin, moi, je trouve que ce sera c'est compliqué, quoi. Pour l'instant, Madame Vautrin, que j'avais rencontrée, s'était énervée quand je lui avais posé la question et m'avait dit que jamais on ne pourrait faire changer la loi, sauf si la loi changeait. Ce qui veut dire que elle me dit c'est pas la volonté du gouvernement de le mettre en place. Là, vous avez vu que ce n'est plus un projet du gouvernement, mais c'est une loi qui va être portée par les députés. Donc ils sont tout à fait à même d'apporter quelque amendement que ce soit, de modifier la loi intégralement. Quand vous regardez les discours de M. Falorni vous dit carrément que il a trouvé un moyen de supprimer les carences hospitalières en personnel, puisque demain, avec l'euthanasie dans les EHPAD, on aurait un transfert de tout le personnel soignant EHPAD vers l'hôpital. Il le dit en boutade, mais j'ai eu plusieurs témoins oculaires et auditifs qui l'ont entendu le dire il y a quelques mois. Donc c'est pas tout à fait une boutade de montrer qu'en effet, aujourd'hui, il y a un vrai problème
financement du médico-social, et qu'on pourrait peut-être inciter les personnes les plus vulnérables à faire un bon geste pour la société en demandant à partir avant. Alors pour l'instant, en effet, ça ne fait partie que des amendements. La MGEN, Mutuelle Générale d'Éducation Nationale, l'a proposé comme amendement que les directives anticipées puissent être applicables et opposables à tout médecin. Et en EHPAD, le décret prévoit que le directeur sera obligé, donc même s'il y a un droit de retrait de son personnel soignant, de faire intervenir une équipe mobile, non pas de soins palliatifs, mais équipe mobile d'euthanasie. Donc, en effet, je pense que là, mais je pourrais repasser la parole à Aline. Je pense que c'est fait partie des commissions d'éthique intra-établissement, et puis que les REB aura également une aide précieuse pour pouvoir apporter un soutien sur toutes les réflexions que vous voudrez mettre en place au sein de vos établissements. Alors, au niveau enfin, de ce que vous dites, enfin, je pense qu'il y a deux situations différentes. Il y a celle où l'euthanasie serait uniquement évoquée dans les directives anticipées. Et pour l'instant, a priori, c'est pas, enfin, ça existe en Belgique, ça existe au Québec, donc ça pourrait arriver, mais c'est pas ce qui est prévu. Après, ça dépendra aussi de comment est formulé. Il y aura forcément une formulation pour dire que la personne qui demande l'euthanasie doit être en capacité, en pleine conscience, enfin, doit avoir les capacités cognitives pour la demander. Mais c'est vrai que dans les discussions précédentes sur la loi, selon la façon dont c'est formulé, c'est-à-dire que c'est pas pareil de dire qu'elle doit être complètement saine d'esprit ou qu'elle doit être en capacité d'exprimer sa volonté. Et c'est vrai que si c'est une formulation de type la personne est en capacité d'exprimer sa volonté, je pense qu'on en a quand même pas mal dans nos EHPAD, des gens qui sont en capacité d'exprimer une volonté de mourir, quand bien même ce serait pas forcément quelque chose de très très éclairé. Donc, enfin, pour moi, je pense que le questionnement éthique, il va en premier lieu être sur des gens qui ont des troubles cognitifs, qui demandent à mourir, qui demandent aussi à rentrer chez eux d'ailleurs, parce qu'en général, enfin, et peut-être tout ça dans l'ordre et dans le désordre. Et finalement, est-ce que la demande à mourir, on va l'attendre plus que la demande à rentrer chez soi, par exemple? Voilà, enfin, voilà, pour moi, il va y avoir, je sais pas ce que tu en penses, Gaël, mais cette difficulté à savoir où est-ce qu'on met le cut-off, on va dire, en termes de troubles cognitifs chez quelqu'un qui demande l'euthanasie. Euh, quelle exigence cognitive on a sur ce type de demande. Et on pourrait faire pareil pour les psychiatres qui vous disent que est-ce que le moment où vous savez que vous êtes condamné par un cancer et que vous souffrez, est-ce que vous avez capacité à avoir un discernement plein et entier, ou est-ce que la maladie, la souffrance, l'absence d'avenir ne vous font pas prendre des décisions qui ne sont pas celles que vous souhaitez? Et on le voit bien dans les unités de soins palliatifs qui vous disent à partir du moment où vous arrivez à soulager la souffrance d'une personne et que vous lui montrez que vous serez présent jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas d'abandon, qu'à plus de 95% des demandes d'euthanasie formulées la veille disparaissent à ce moment-là. Mais bon, on en reparlera, donc on va sûrement on sera amené à la rentrée à en reparler selon l'évolution de la loi. Et puis on va peut-être laisser la suite, je te laisse la suite. Tu n'as pas de micro. Aline, ton micro est fermé. Je disais que Jean-Marc Chaplin était arrivé. Donc du coup, Jean-Marc, est-ce que tu es bien avec nous? Oui, je te vois. Toujours à contre-jour, mais, mais tu es là. Donc du coup, je vais je vais te passer la parole et puis je finirai moi par l'éthique. Donc on a fait passer un petit questionnaire sur la grippe. Je ne sais pas si tu as eu le temps de prendre connaissance des résultats ou si tu veux que je te le présente. Ouais, ce qu'on peut peut-être dire en fait, non, j'ai pas, enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas eu le temps de faire une présentation. Ce que je vous proposerais peut-être, c'est, moi, je pense qu'il faut peut-être réfléchir sur la prochaine campagne, hein. Donc, ça laisse quand même un petit peu le temps de s'organiser. De ce que j'avais compris là de la dernière web conférence, c'est qu'il y avait quand même certains établissements où le taux de vaccination chez les personnels soignants était quand même très important en fait. Donc ça, je pense que c'est des témoignages qui sont intéressants à partager. En fait, l'idée du questionnaire, c'était justement de pouvoir plus être sur l'échange, plus que sur une présentation un peu verticale sur les recommandations que tout le monde connaît,
et sur lesquels il n'y a finalement pas d'évolution. On recommande toujours les mêmes choses, que ce soit en termes de vaccination, que ce soit en termes de gestes barrières. Et en fait, on se confronte toujours aux mêmes difficultés de la couverture vaccinale qui est relativement faible et les gestes barrières qui sont aussi appliqués de façon assez hétérogène. Donc je crois qu'il faut peut-être arrêter de répéter les mêmes choses et puis peut-être plus d'essayer de comprendre pourquoi voilà, ça fonctionne dans certaines situations, dans certains établissements, pas dans d'autres, de voir un peu quels sont les leviers, les freins, et d'avoir plutôt un peu ce débat-là. Donc le questionnaire a pour objet voilà, de faire un peu ressortir. C'est plus un outil d'animation. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il était peut-être un petit peu long, donc à compléter. Donc, on a eu 9 retours. Donc, c'est bien si on peut, si vous pouvez le compléter. C'est donc un questionnaire par établissement avec effectivement des questions un peu larges sur le sentiment des familles, des résidents, sur les mesures qui sont prises. Mais ça permet quand même de voir un petit peu voilà, les tendances. Hein. Ça reste assez subjectif. Il ne faut pas que voilà, ça demande plus de travail que ça. Mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu voilà, comment se positionne un établissement et comment on répond à cette épidémie qui a la particularité de revenir quand même tous les ans. Donc, c'est pas comme si on n'était pas non plus prévenu. Alors cette année, c'est vrai que nous, on a remarqué de façon vraiment très significative, mais bon, j'attends la consolidation des chiffres nationaux, la gravité de l'infection cette année. Hein. Alors c'est vrai que les souches virales varient d'une année sur l'autre. Il semble-t-il avec quand même un recours à l'hospitalisation et à une mortalité qui était quand même un peu plus importante à mon sens, mais là encore, il faut que ça soit consolidé sur les chiffres en national que les années précédentes. Donc ça, c'est assez imprévisible. Hein. Ça dépend vraiment du variant qui est en circulation au moment de l'épidémie. Et puis bien sûr du terrain, hein, puisque plus on est fragile, et ça je dirais que c'est une donnée qui est assez relativement constante hein, chez les personnes, mais en tout cas la virulence de la souche, elle est quand même assez variée et assez imprévisible, avec aussi une couverture vaccinale qui là encore, il faut aussi qu'on soit aussi assez transparent, hein, pardon, une efficacité vaccinale, pardon, voilà, qui est pas optimale hein, dans la grippe, qui protège certes, mais pas complètement, ce qui rend la vaccination complètement isolée chez les résidents, à mon avis, complètement inefficace. Si ce n'est pas assorti d'autres mesures, vaccination élargie, alors pas que les soignants aussi, hein, l'entourage familial qui rend visite, et puis bien sûr aux gestes barrières qui doivent être mis en place dans les situations épidémiques. Enfin, tout ça, ça nécessite quand même une stratégie si on veut vraiment s'y intéresser. Hein. Après, il y a d'autres sujets, il y a d'autres problèmes. On peut se dire que voilà, la grippe, certains, beaucoup la banalisent. Mais voilà, quand on est sur des phénomènes où elle est plus grave d'une année sur l'autre, on se rend compte que finalement, il y a peut-être des choses à penser, à réfléchir, à anticiper. Et voilà, c'est l'occasion de se faire un retour. Donc voilà, donc je ne vais pas faire plus, sauf s'il y a des questions plus spécifiques. Et puis je préparerai en revanche quelque chose d'un peu plus étayé la fois prochaine. Et puis je pense qu'il faut vraiment sur des sessions voilà, de rentrée de septembre, octobre, voilà, peut-être d'avoir un focus un peu plus remontée de terrain, expérience de terrain et puis de voir voilà, comment l'expérience des uns peut servir aussi aux autres pour essayer d'être un peu mieux, voilà, un peu mieux préparé, prendre les bonnes idées et puis essayer voilà, d'avancer un petit peu sur ces sujets-là et puis d'associer bien sûr avec les nouvelles recommandations professionnelles, en tout cas pour l'instant sur le VRS, qui méritera là aussi sans doute une mise à jour et des propositions pour le médico-social. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, le questionnaire, pour ceux qui n'ont pas répondu, vous l'avez en lien dans le chat. Il y a quand même quelques infos. Je vais partager je vais partager mon écran si tu m'y autorises, Thomas. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, ça y est, je vais partager mon écran. Voilà, moi, ce qui me marque dans les résultats, alors, il y avait 3 questions sur la perception de la gravité de l'épidémie saisonnière par les familles, par les résidents et par les soignants.
Et dans les 3 cas, ce qui est flagrant, c'est la dispersion des réponses. Donc c'est vrai que toi, tu nous dis, Jean-Marc, que voilà, que cette année, c'était une épidémie grave. Manifestement, elle n'a pas été perçue comme grave par tout le monde, qu'il s'agisse des familles, des résidents et des soignants. Donc avec vraiment, ça va de 0 pour les résidents, la réponse va de 0 à 10, pour les autres de 2 à 10. Et puis l'autre chose, donc c'est de ça dont on va parler. L'acceptation de la vaccination de la grippe par les familles, elle est plutôt bonne. Par les résidents, elle est bonne. Et par les soignants, elle n'est pas bonne, quoi. Alors, il y a quand même une EHPAD là qui va peut-être pouvoir partager son expérience. J'ai pas le nom, hein, mais c'est vrai que voilà, enfin, c'est ce que tu parlais sur l'hétérogénéité du taux de vaccination. C'est vrai que du coup, on aimerait bien aller voir les EHPAD où ça fonctionne pour savoir qu'est-ce qui fait que la mayonnaise peut prendre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, la personne était intervenue, hein, je pense que c'est la même EHPAD, à la précédente webconférence. Donc, oui, l'idée, voilà, ça serait. Donc, cette personne avait effectivement un petit peu discuté et puis annoncé effectivement que le taux de vaccination était quand même particulièrement bon dans son établissement. Donc, l'idée aussi, ça serait qu'on puisse aller un peu plus loin dans ce qui est mis en place dans cet établissement et discuter un petit peu voilà, de tout ça. J'ai un peu évoqué le sujet, j'essaierai peut-être d'aller un peu plus loin, mais c'est vrai on fonctionne beaucoup dans le soin sur ces actions de prévention en mimétisme. Je prenais l'exemple, il ne viendrait jamais à l'idée à personne d'aller dans un bloc opératoire sans masque, parce que bah, ça serait le seul à être sans masque en fait. Et de la même façon, on voit bien que les services qui sont une bonne observance dans l'hygiène des mains, c'est que tout le monde fait l'hygiène des mains. Donc quand on rentre comme un nouveau soignant ou quand on arrive dans ces services-là, bah, on adopte un peu l'attitude de tout le monde. Et c'est pareil pour la vaccination. Si on a un élan, tout le monde se vaccine. Je dirais que c'est beaucoup plus facile dans l'acceptation de la vaccination. Et ce mimétisme-là, bah, il est aussi dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que bah, si aucun soignant se vaccine dans un établissement, bah, ça n'incite pas le soignant à le faire, puisque tout ça, ça se partage quand même dans l'info informelle au cours des différentes discussions qu'il peut y avoir. Donc, je dirais que voilà, il y a des cercles vicieux, des cercles vertueux, et notamment du mimétisme dans le soin et dans la prévention qui sont, voilà, qu'on connaît, hein, qui sont bien décrits dans les comportements humains, mais pour lesquels c'est intéressant de regarder cet angle-là pour voir un peu justement comment on peut amorcer un cercle plutôt vertueux sur les actions de prévention qui sont toujours voilà, un peu difficiles et pas forcément naturelles à mettre en œuvre, à l'inverse du soin curatif, on va dire. Ok, donc je retiens qu'on continue, enfin on rediffuse le questionnaire, peut-être on fait un rappel, et puis tu pourras peut-être t'appuyer dessus en septembre enfin, on remet le sujet de la grippe à l'ordre du jour au mois de septembre pour pouvoir avancer. Et puis effectivement, donc sur la vaccination, donc on en avait parlé nous dans le service, il y a des nouveautés sur le Zona, il y a des nouveautés sur le VRS. Sur le pneumocoque, il y a quand même quelques nouveautés. Et puis, c'est vrai que, enfin, tu nous avais dit que, enfin, c'est vrai que pour moi, le pneumocoque, c'était insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire. Et tu nous avais dit que chez des sujets fragiles, on pouvait aller au-delà de juste insuffisance cardiaque et respiratoire comme indication. Donc, je pense que ça aussi, c'est un sujet pour une prochaine webconf qui peut être assez rapide, du coup, parce on n'attend rien. Enfin, pour Zona et VRS, c'est bon, on a déjà les recos ou on attend encore quelque chose? Non, on a déjà les recos, donc on peut le mettre à l'ordre du jour de la prochaine webconf, alors. Et puis pour le Covid, il y a eu une question, mais tu nous l'avais dit, je crois, la dernière fois, il y a bien une campagne de Covid printemps à faire maintenant, quoi. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est sorti là, hein, donc c'était un peu en discussion. Bon, je pense que c'est vraiment enfin, il peut y avoir aussi, là aussi, je pense qu'il faut aussi que cette réunion soit aussi force de discussion et de proposition, parce que c'est vrai que cette vaccination, elle vient maintenant très régulièrement, tous les 6 mois. On n'a pas l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments sur l'efficacité de la vaccination chez les gens âgés, fragiles et très immunodéprimés. Donc, bon, il y a quand même des discussions. Les recommandations la proposent encore cette fois-ci. Et c'est que sur les gens fragiles, là, c'est pas les Ouais, soignants. oui. C'est les résidents et pas les soignants, là. Voilà, ouais, toujours, ouais. Mais, Et les résidents et leurs familles, éventuellement, s'ils sont âgés?
Non, mais c'est vraiment les résidents médico-social, plus de 65 ans, porteurs d'une pathologie chronique grave. Enfin, c'est les définitions des Donc, c'est facteurs de tous les plus de 65 ans en résident. en EHPAD, mais enfin, famille, c'est que s'ils ont des comorbidités. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là aussi, avec une vaccination qui est quand même pas très probante sur la transmission. C'est comme un peu la vaccination de la grippe, c'est-à-dire que on sait que ça réduit la transmission, mais ça la bloque pas complètement. Donc c'est toujours pareil, c'est des vaccinations qu'il faut aussi intégrer dans une prise en charge plus globale de gestes barrières, en fait. Hein. C'est ça un peu, il ne faut pas l'isoler comme étant un outil seulement efficace, c'est efficace avec tout un ensemble de mesures. Ok. Ok. Ben, merci beaucoup Jean-Marc. Alors, il me reste un petit moment, enfin, il me reste 5 minutes. Je voulais vous parler de ressources qui ont été proposées par le Centre d'éthique clinique de la PHP. Je vais partager mon écran encore une fois. Hop, voilà. Donc, pardon, partager. Voilà, donc ces ressources, vous les trouvez en ligne. C'est le site ethiqueclinique.php, donc centre d'éthique clinique de la PHP, sur une page qui s'appelle éthique organisationnelle. Et il y a 2 mémos qui ont été mis en ligne et qui visent à animer une réflexion éthique. Donc l'un sur la question de la vie affective et sexuelle en EHPAD et en USLD, et le deuxième sur la liberté d'aller et venir en EHPAD ou en USLD. Donc, à chaque fois, ça se présente de la même façon. Donc là, je suis sur celui sur la vie affective et sexuelle. Il y a d'abord comment utiliser ce mémo. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser pour animer une réunion d'équipe avec un certain nombre de questions, faire le point sur la situation, identifier les raisons pour lesquelles on s'interroge, interroger les positions de chacun, etc. Voilà, il y a un petit rappel du cadre, enfin, du bon usage du mémo et du cadre juridique concernant les agressions sexuelles pour savoir qu'il y a quand même un signalement à faire en cas de viol. Et puis après, il y a un certain nombre de questions à se poser. De qui parlons-nous? Que savons-nous de leur consentement, de leur vie actuelle, de leur vie d'avant? Un certain nombre de questions. C'est posé sous forme de questions. Hein. Vous y trouverez pas beaucoup de réponses. Vous y trouverez surtout des questions. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ces personnes? Quels sont les besoins? Quels sont les risques? Là encore, un certain nombre de questions. Quelles conséquences sur le vivre ensemble, sur la collectivité, les retentissements sur les autres résidents, les retentissements sur les professionnels? Est-ce qu'il y a une charte dans l'établissement? Là encore une fois, un certain nombre de questions pour guider la réflexion. Voilà. Donc vous avez celui-là sur la vie affective et sexuelle et un autre sur la liberté d'aller et venir en EHPAD et en USLD. Donc dans les deux cas, donc les ressources, vous trouverez directement en ligne. Hein. Donc je vous remets le site, il est là. Du centre d'éthique clinique et qui peuvent être utiles pour animer une réunion d'équipe sur ce type de problématique. Autre annonce éthique avec l'EREB. Donc, l'EREB, il y a un groupe de réflexion éthique qui s'adresse en particulier aux EHPAD qui s'appelle Ethicause, qui est animé par le docteur Joux, que vous connaissez peut-être, ils avaient organisé une journée à Lorient l'an dernier. Et là, cette année, on organise une journée donc avec Ethicause et Ethidom. Ethidom, c'est un groupe que j'anime sur la réflexion éthique pour les acteurs du domicile. Et donc, on a décidé d'unir nos forces pour parler de la transition entre justement le domicile et l'établissement. On organise une journée le 4 novembre prochain à Rennes, dont le thème sera vieillir à domicile est-il toujours un choix? Donc, c'est cette question un petit peu à l'envers de la question qu'on pose habituellement qu'on a choisi de se poser pour introduire cette question du choix de la personne dans le changement de lieu de vie. Donc, ce sera plus, il y aura une table ronde le matin et puis des ateliers l'après-midi. Ça se fera à la Maison des associations de Rennes le 4 novembre prochain. Donc, l'EREB communiquera à ceux qui sont inscrits, je ne sais pas comment on dit, enfin à ses adhérents, voilà. Et puis, on pourra relayer l'information sur la page du CAPS. Là, le programme est en cours de finalisation, donc on devrait pouvoir communiquer rapidement. Mais comme ça, je vous donne déjà la date. Pardon, et je vais arrêter mon partage d'écran, excusez-moi. Alors, après, je vois qu'il y a eu, Gaël, il y a eu une discussion sur Pathos GMP dans le chat.
On t'entend pas. Oui, donc c'est toujours l'éternelle question du requis dans Pathos et de la prévention qui pour l'instant ne font pas l'objet de cotation, sauf à aller vraiment rechercher tout ce qui est fait. Je veux dire, une prévention d'escar, en effet, normalement n'est pas cotée dans Pathos. Le fait de découvrir une escar stade 1 rougeur au niveau d'un point de pression fait partie d'une cotation et c'est 60 points. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut connaître dans l'outil. Mais malheureusement, donc, tant qu'on sera sur un outil de dépendance et non pas d'autonomie, bah, ça sera compliqué. La seule chose, c'est que je ne code pas ce que je fais, je code ce que le résident ne fait pas. Et donc ça, parfois, ça permet quand même de modifier certains GIR et de valoriser ce qui est fait. Mais là, on pourra en parler peut-être sur une session spéciale ou bien de m'adresser des questions particulières auxquelles je serai prêt à vous répondre en étant le référent à la fois régional et national Pathos GIR. Donc c'est un outil que je connais malheureusement bien. Merci Gaëlle. On va clore cette séquence. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Non, bah merci à tous de votre participation.